Pour cette dernière table ronde, parleront Mireille Martini, Thomas Porcher, Pierre Audru et Sébastien Balibar. Mireille Martini est consultante sur les questions de financement de la transition énergétique. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans des banques d'affaires, spécialisées dans le financement de grands projets d'infrastructures à Londres, Moscou et Paris. Vous avez été rapporteur d'une mission extrêmement importante sur la mobilisation des financements mondiaux pour le climat dans le cadre de la présidence française de la COP 21. Alors, la question qui vous est posée et le titre de votre intervention, c'est tout bonnement, on se doute que c'est pas si simple, le financement de la transition énergétique. Et ce que vous nous avez confié avant cette réunion, c'est que vous m'avez l'air plutôt optimiste. Vous dites que c'est à notre portée. On est content de l'apprendre, mais qu'il faut réguler la finance pour accélérer la transition. Alors, on se demande, alors comment ? Des choses ont été évoquées lors des précédentes tables rondes. Je vous voyais réagir à chaque fois et prendre beaucoup de notes. Je mentionnerai que vous avez écrit un ouvrage avec Alain Grandjean qui s'appelle « Financer la transition énergétique » aux éditions de l'Atelier. Il est en vente en bas ou... Ah, non, mais alors, je le répète, « Financer la transition énergétique » aux éditions de l'Atelier. Mireille Martini, c'est à vous. Comme d'habitude, 12 minutes. Voilà. Ça marche jamais, hein. Si, ça va marcher. Vous m'interrompez, Dominique, si je suis trop longue. Bonsoir à tous et merci beaucoup à Dominique et à Francis Rocard et à toute l'organisation de nous donner la possibilité de nous exprimer sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et il n'y a pas beaucoup de femmes, vous avez remarqué. Voilà, je suis la seule femme intervenante, donc j'en suis très fière. Merci à Thomas de m'avoir laissé passer en premier, ce qui est très courtois. Alors, le sujet, ce que je vais vous présenter très brièvement, c'est un petit peu la même chose que ce qu'il y a dans notre livre en concentré. D'abord, c'est absolument pas mon travail. Si c'est le travail de quelqu'un, c'est le travail d'Alain Grandjean, que j'ai la chance de seconder. Alain Grandjean est un des économistes français spécialistes des émissions de CO2. Depuis une quinzaine d'années, beaucoup de personnes le connaissent ici. Et il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc en quelque sorte, je le représente. Alors, nous avons écrit ce livre, en fait, à partir de 2 rapports, puisque Alain a été nommé comme conseil par le gouvernement, d'abord par François Hollande et puis ensuite par Ségolène Royal, pour rédiger des rapports d'analyse qui représentaient donc la position du gouvernement français en ce qui concerne le premier rapport, le rapport dit Canfin-Grandjean. Le gouvernement français, pas en tant que gouvernement français, le gouvernement français en tant que puissance accueillante de la COP 21. Puisque l'an dernier, la France a présidé la réunion de l'ensemble des pays qui sont membres à la Convention des partis et qui a abouti au fameux accord de Paris qui est très important puisque c'est le premier accord international sur le climat. Bon. Donc, nous avons produit un rapport à cette occasion et ce rapport, il a été validé par l'ensemble des équipes interministérielles du gouvernement qui s'en occupaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on vous présente ici, c'est des choses officielles et sur lesquelles il y a un consensus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas nos propres chiffres. C'est des chiffres qui sont très largement partagés par l'ensemble des personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Hein ? En plus de ça, dans ce que je vais vous présenter, on s'appuie aussi beaucoup sur les travaux d'un autre économiste qui s'appelle Nicolas Stern et qui, lui, a fait une commission en 2015 qui s'appelle la Nouvelle économie climatique, une commission présidée par le président du Mexique, Felipe Calderón, et à laquelle ont participé des économistes de tous les pays, des centaines d'économistes. Hein. Donc, entre le travail de la COP 21 et le travail de Nicolas Stern, les chiffres qui sont là font l'objet d'un grand consensus. Hein. Donc, dans ce livre, on vous présente ces chiffres-là pour que les personnes les connaissent.
Ensuite, on donne quelques éléments d'explication sur les aspects financiers pour faire de la pédagogie, parce que on pense que la finance n'est pas très bien connue. Et en troisième lieu, on exprime nos opinions à nous, nos convictions. Mais c'est bien différent, dans le livre, c'est bien séparé. Et là, je vais essayer de bien séparer aussi les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les chiffres officiels, il y a les explications, et il y a notre prise de position. Et je vais essayer de faire la présentation dans cet ordre-là. Donc, chiffre officiel, qu'est-ce qu'on appelle la transition énergétique? La transition énergétique, c'est le fait de décarboner totalement l'économie. Ça veut dire de faire en sorte que les émissions nettes de gaz à effet de serre produites par l'activité humaine dans l'atmosphère soient zéro. Hein, donc, vous voyez sur ce graphique, vous voyez qu'en 2100, eh bien, la courbe bleue, qui sont les émissions, la courbe rouge, qui sont les émissions mondiales, vous voyez qu'elle est quasiment à zéro. Bon. Donc, comme il faut aller très vite, je vais passer. Simplement, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que c'est possible et on sait le faire. Donc, l'idée très importante, donc la première idée de la transition énergétique, ça veut dire neutralité carbone en 2100 au niveau de l'ensemble de l'économie mondiale. Deuxième idée, ceci ne signifie absolument pas une décroissance. Ce que vous avez là, c'est le graphique qu'on appelle le découplage. Découplage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui d'avoir une croissance économique, c'est la courbe vert clair là qui monte vers le haut, et en même temps une baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est la courbe vert foncé qui part vers le bas. C'est ça le chemin de transition énergétique sur lequel travaille la COP21, Nixtern, etc. C'est ça qu'on préconise. Hein. C'est comment faire pour avoir d'ici la fin du siècle une croissance du PIB mondial de plus 3% par an, c'est-à-dire un niveau de croissance qui est une croissance qui est acceptable, qui est bonne, qui est correcte, avec une chute drastique des émissions. Hein. Donc, ce qu'il s'agit de faire d'ici... Mireille, désolée de vous interrompre, mais on voit que ça se découple déjà? Oui, ça se découple déjà. Ça se découple déjà, mais ça se découple déjà pour une assez mauvaise raison, c'est que l'activité économique baisse. Hein. Donc, mais ça se découple quand même déjà, aussi à cause du renouvelable. Hein. Et puis, donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Donc, on a une intensité carbone, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, $1 de PIB met 400 grammes de carbone dans l'atmosphère. Il s'agit de diviser par 10 l'intensité carbone du PIB d'ici 2050. Il faut passer de 400 grammes par dollar de PIB à 40 grammes de dollar de PIB. Alors, comment on fait? Il y a 4 grands chemins. Hein. Le premier chemin est de loin le plus important, et c'est ce que je viens de ne pas vous dire, Dominique, comme quoi même moi, c'est pas les renouvelables, c'est pas la décroissance de l'activité économique suite à la crise, etc. Le premier levier, c'est l'efficacité énergétique. Donc, dans le scénario de décarbonation du PIB, alors le scénario là, en l'occurrence, il provient de l'Agence internationale de l'énergie. La slide que vous avez sous les yeux, elle provient de la Banque mondiale. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses qui sont très consensuelles. Hein. Eh bien, 50% de la décarbonation provient de l'efficacité énergétique. Donc là, je vais très vite, mais je crois que la meilleure manière de le dire, c'est de dire que toute notre économie a été construite depuis la révolution industrielle pour consommer de l'énergie. Et il s'agit d'examiner tout, les modes de transport, les processus industriels, les organisations territoriales, tout un tas de choses, pour repenser cette économie, non plus pour consommer, mais pour économiser. Enfin, je ne veux pas prendre un exemple et je ne veux surtout pas critiquer un accueil qui est extrêmement bon, mais
vous voyez la température qu'il fait dans cette pièce, vous voyez les lumières là, mais c'est partout pareil. C'est-à-dire que c'est comme ça parce que ça a été construit pour consommer. Il s'agit juste de changer ça et on sait le faire. Efficacité énergétique 50%. Donc deuxième chose, développement d'une électricité décarbonée. Qu'on sait pas encore, on sait presque le faire, mais il faudrait quand même s'améliorer nettement sur la technique de captage du CO2. Troisième chose, augmentation de cette électricité décarbonée dans le mix énergétique. Et quatrième chose qui est très 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 importante pour la neutralité carbone, la reforestation et la modification de l'usage des sols. C'est fondamental. Hein. C'est-à-dire qu'on a des puits de carbone naturels et on est en train de les détruire. Et tout simplement, si on reconstruit les puits de carbone, on absorbe le CO2. Bon. Tout ça, c'est les 4 piliers du scénario qui décarbone entièrement une économie en croissance d'ici 2100. Alors, en ce qui concerne l'usage des sols dont je viens de parler, je voudrais juste donner cet exemple qui est tiré de Nicolas Stern. Il y a une question... Mireille, signaler que Nicolas Stern est venu, je ne sais plus si c'est pendant 1 an ou 2, au Collège de France comme professeur invité. Voilà. Et je me souviens de sa leçon inaugurale où il y avait tous les acteurs de l'énergie au premier rang. Et c'était étonnant parce qu'on ne parlait pas encore de la COP 21. Et Nicolas Stern secouait le cocotier, si j'ose dire ça comme ça. Voilà, il en a fait son... Moi, je le connais très bien parce que c'était mon chef économiste quand je travaillais à Londres. Donc j'ai travaillé directement avec lui pendant 5 ans, à une époque où ces sujets-là n'étaient pas encore tout à fait vraiment sur le devant de la scène. Alors... il y a un sujet absolument majeur avec l'urbanisation. Là, vous avez 2 villes. Vous avez à gauche Atlanta aux États-Unis et vous avez à droite Barcelone. C'est des villes qui font à peu près la même taille, la même dimension de population, à peu près 2,5 millions de personnes. Simplement, Atlanta est 10 fois plus étendue que Barcelone. Et donc, l'émission de carbone par habitant à Atlanta est 10 fois plus importante. Alors que les deux villes ont la même taille et ont à peu près la même dimension économique. Donc, Atlanta, c'est le mauvais modèle d'urbanisation. Et Barcelone, c'est le bon. C'est ce que Nicolas Stern appelle des villes compactes. Tout simplement, c'est des villes qui sont ramassées en espace. Les gens n'habitent pas dans des pavillons, ils habitent dans des immeubles. Ils se déplacent en tramway ou en vélo ou en tout ce que vous voulez de décarboné. Alors que le modèle d'Atlanta, c'est j'ai un pavillon à 30 km du centre-ville, j'ai 3 grosses voitures dans mon garage et je fais 70 km de voitures diesel par jour. Hein, voilà. Alors ça, c'est très important parce que pour arriver à une économie en 2100, l'enjeu principal, enfin, il y a plein d'enjeux, mais il y a des enjeux extrêmement importants sur la croissance des pays qui sont en train d'accéder au développement. Hein. Il y a 350 millions de Chinois qui vont s'urbaniser d'ici 2050. Si les Chinois s'urbanisent comme Atlanta, on est juste foutus, hein, pour le dire en 2 mots. Hein. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur ces développements de villes. Alors, très rapidement, qu'est-ce que ça coûte ? Donc ça, le graphique que vous avez, c'est un graphique donc tiré de la nouvelle économie climatique de Nicolas Stern. Il s'agit de chiffres de tout ce qu'on doit investir pendant les 15 ans qui viennent. Donc c'est du cumulé sur 15 ans. Hein. Donc à gauche, vous avez un coût qui est de 90 trillions de dollars. Trillion, ça veut dire milliers de milliards, donc c'est 89 000 milliards de dollars. Alors je vais vous donner des ordres de grandeur après parce que le problème, enfin je vais vous donner tout de suite d'ailleurs. Le produit intérieur brut de la France, c'est 2 000 milliards de dollars. Bon. Donc, si on fait 15 années de PIB de la France, 15 fois 2, ça fait 30. Donc, pour le chiffre, la colonne rouge à gauche, là, 90, ça fait 3 fois le produit intérieur brut de la France. 3 fois la production de la France. D'accord ? Voilà un ordre de grandeur. Bon. Alors, ce qu'il y a à gauche, c'est pas la transition énergétique. Les 90 en rouge à gauche, là, c'est ce que l'économie du monde va investir de toute façon, naturellement,
sans rien faire de particulier dans les 15 ans qui viennent. Et ce que vous avez à droite, en jaune, 93, c'est ce que ça coûte de décarboner l'économie. C'est presque pareil. D'accord ? C'est-à-dire que rien faire, ça coûte 89, et décarboner l'économie, ça coûte 93. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est très important. Il ne faut vraiment pas que vous pensiez que décarboner l'économie, ça coûte cher. Ça coûte un petit peu plus cher. Ça coûte 5% de plus. J'ai l'impression que Sébastien Balibar n'est pas d'accord. Eh bien, il aura l'occasion d'exprimer peut-être un autre point de vue. Ça, c'est juste les chiffres de Stern. Alors, si on réfléchit, enfin, si on regarde le détail, c'est très simple en fait. Bon, c'est très simple. Enfin, je vous rassure sur le fait que tout ça c'est documenté. Il y a tout un tas de calculs derrière. Mais comment on arrive à ça ? Il ne s'agit pas de faire des investissements nouveaux. Il s'agit d'orienter l'argent dans l'économie d'une autre façon. Et donc, tout simplement, ce que vous avez à gauche, là, vous avez un investissement de 10 milliards dans l'efficacité énergétique. Où est-ce qu'on va les trouver, ces 10 milliards ? On va les trouver en arrêtant d'investir dans le fossile et en arrêtant de subventionner le fossile. Tout simplement. Et puis, on va faire quelques économies aussi sur le fait qu'en fait, une ville compacte, ça coûte beaucoup moins cher, y compris à construire, qu'une ville non compacte. Vous voyez l'idée ? Donc, en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas faire des trucs en plus. Il faut orienter notre économie différemment. Hein ? Alors, je voudrais juste dire une dernière chose, qui est super importante. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière. Voilà. Le 89 qui est là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que l'économie va dépenser dans les 15 ans qui viennent si on ne fait rien. Mais si on ne fait rien, c'est pas 90 milliards que ça va nous coûter l'économie. Ça va nous coûter des sommes astronomiques dont on n'a aucune idée. Parce que le changement climatique, il est déjà en marche. On n'a pas le choix. Si on ne fait rien, la carte qui est là donne une petite idée de ce qui va se passer. Les zones en rouge, c'est des zones qui sont extrêmement sujettes à des désordres climatiques majeurs. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, il y a juste le fait que, par exemple, les glaciers de l'Himalaya sont en train de fondre. Ça veut dire que dans très peu de temps, 4 ou 5 ans, des villes comme Jakarta sont privées d'eau. Ça veut dire que la riziculture en Asie est exposée. La ville de Miami est potentiellement sous les eaux dans 10 ans. Enfin, il y a des phénomènes de physique qui sont des sécheresses et des inondations qui sont majeures. Toutes les côtes sont menacées. Hein, voilà. Les feux de forêt, me dit Sébastien Balibar. Bon, chez nous aussi, il y a plein de choses. Enfin, en gros, le climat du Bordelais, Hervé Letreux a fait une étude là-dessus, le climat du Bordelais sera dans 30 ans celui de Séville. Donc le gradient en alcool, enfin on ne dit pas comme ça, la teneur en alcool de nos vins est en train de monter. Hein, bon, enfin bref, donc ça change même chez nous. Mais disons, le changement du vin, c'est peut-être un peu moins grave que Jakarta privé d'eau, enfin bon, en termes d'effet. Il y a aussi autre chose, juste, je voudrais quand même bien dire ça, c'est que c'est même pas les catastrophes naturelles, c'est qu'il y a des dérèglements de l'environnement dont on n'a pas idée, parce que l'océan est en train de s'acidifier et de monter en température. C'est-à-dire qu'on a des planctons qui arrivent, qu'on ne connaît pas, on a la faune halieutique qui disparaît. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Tropez, en France, le moustique Zika survit désormais à l'hiver. Le moustique Zika transporte la malaria, la dengue et le paludisme. Vous voyez ? Et ça, c'est tout nouveau. Ça vient de 1 ou 2 hivers. Bon, donc, si vous voulez, le changement climatique, c'est juste un gros danger. Hein ? Donc, Nicolas Stern parle d'un coût de 20 à 30% du PIB. Donc, il faut absolument l'éviter. Alors, maintenant, j'ai pas trop le temps de dire ce qu'on dit, nous, donc, avec Alain Grandjean. Donc, là, j'ai terminé la partie objective de notre exposé. Tout ce que je viens de vous montrer, là, c'est des choses qui font consensus. Maintenant, je vais rentrer dans la partie qui fait partie de nos opinions, qui sont des choses qui sont ce qu'on pense nous avec Alain Grandjean. Hein ? Alors, ce qu'on pense nous, c'est que l'un des problèmes, c'est que les financements, pour l'instant, ne s'orientent pas massivement vers la transition énergétique.
Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont fait l'expérience de chercher de l'argent pour des projets de transition. C'est pas très facile. Bon. Alors, j'ai pas le temps de développer, mais on pense, nous, que l'une des raisons, c'est parce que depuis une trentaine d'années, les marchés financiers sont ce qu'on appelle des intermédiaires. Donc c'est un mot très barbare, mais en gros, avant, il y avait des banques et les emprunteurs étaient en relation avec leurs banquiers. Et autrefois, moi j'ai fait de la banque, j'ai commencé à faire de la banque en 1985. Quand j'ai commencé dans les banques, quand une entreprise ne pouvait pas rembourser son crédit, elle prenait son téléphone et puis elle appelait son banquier. Et puis le banquier lui disait, c'est pas grave, enfin il en profitait peut-être pour augmenter les taux et tout ça, mais il lui disait, ok, tu peux pas rembourser maintenant, tu rembourseras dans 15 jours. Bon, ça c'est les banques. Aujourd'hui, l'essentiel des financements aux grandes entreprises ne proviennent pas des banques. Ils proviennent des marchés financiers. C'est quoi les marchés financiers? C'est les fonds de pension et les caisses de retraite. C'est AXA, c'est tous ces gens-là. Et ces gens-là, c'est pas des banques. Ces gens-là, ils émettent des obligations qui sont des titres financiers. Et ces obligations, elles sont... ils achètent les obligations des entreprises. Donc, une obligation, c'est très différent d'un crédit bancaire parce que l'obligation, vous devez rembourser tout de suite. Si vous ne remboursez pas le jour du crédit, vous avez un problème. Le jour de l'échéance, pardon. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est face à des marchés financiers qui financent l'essentiel des entreprises et qui, par définition, ne peuvent pas prendre de risques. On en est bien content, d'ailleurs, puisque ces gens-là, ce sont nos assureurs et nos caisses de retraite. Donc, on est bien content qu'ils ne prennent pas de risques. Mais seulement, le problème, c'est que la transition énergétique, c'est nouveau. Et donc, le problème qu'on a, si vous voulez, c'est que les marchés financiers d'aujourd'hui ne sont pas adaptés à financer ce genre de choses. Alors, les banques, quant à elles, là, vous avez un graphique, il faut quand même être bien conscient que... Alors là, j'avais juste le chiffre pour l'immobilier, pour l'Angleterre, pardon, mais c'est la même chose dans nos pays. Aujourd'hui, les banques anglaises financent à 65% de l'immobilier résidentiel. Il faut encore rajouter là-dedans l'immobilier de bureau. Les banques, elles font du crédit aux particuliers et de l'immobilier. Je répète encore une fois que les banques ne financent plus les grosses entreprises ou les gros projets. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'ailleurs, l'immobilier, c'est tout un problème par rapport à la transition, montée des prix, etc. Alors, cette financiarisation, et puis il y a aussi d'autres évolutions que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, mais qui sont bien expliquées dans notre livre, elle fait que les marchés financiers se portent très bien. Le marché action n'arrête pas de monter. Bon, là, vous avez un graphique du CAC 40. Bon, les entreprises versent de plus en plus de dividendes. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai absolument rien contre la finance. D'ailleurs, la finance est indispensable à toute économie. Il n'y a pas d'économie sans finance, et mieux la finance marche, mieux l'économie marche. Donc, c'est surtout pas, on veut surtout pas dire qu'on est contre la finance. Par contre, ce qu'on dit, c'est que quand, avec le CAC 40 et des produits financiers, vous gagnez tranquillement, sans rien faire, 25% par an, et que Mireille Martini et Alain Grandjean arrivent avec leur projet d'efficacité des bâtiments énergétiques qui gagnent 2%, ils n'ont aucune chance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a quand même un problème dans la manière dont les rendements financiers actuels attirent l'épargne, tant mieux, mais seulement, du coup, l'épargne ne va pas dans les projets de la transition. Et l'autre chose, évidemment, qu'on pourrait dire, c'est que les rendements actuels, ils sont évidemment quand même la contrepartie d'un risque. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans la salle, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de développer le fait qu'on est en crise financière majeure? Vous le savez tous, non? Vous en avez entendu parler. Un jour, c'est Deutsche Bank, un jour, c'est ci, bon, etc. Alors, il y a encore un autre problème. C'est que, je crois que quelqu'un a parlé hier d'État stratège. Un État stratège, il doit avoir de l'argent. Un État stratège, je vais être un tout petit peu polémique, excusez-moi, mais ça ne doit pas vraiment lui poser un problème de dépenser 1 milliard pour caréner un réacteur. Et le fond du problème aujourd'hui, c'est que l'État français, le milliard, il ne l'a pas. Il doit l'emprunter. Les États sont extrêmement endettés, et ce n'est pas que la France. Donc l'endettement des États les empêche aujourd'hui de jouer un rôle d'impulseur d'une transition qui devrait être une sorte de nouveau plan Marshall, en fait. C'est-à-dire un nouveau plan d'investissement. Un financement dans l'efficacité énergétique, dans la réorientation de l'agriculture, c'est un sujet majeur, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, ça, c'est complètement illisible, je m'en excuse. Ça, c'est l'endettement. Oui.
Une minute, je vois que c'est mon dernier slide. Ça, c'est l'endettement, parce que nous, nos États sont endettés. Mais ce problème-là est peut-être encore plus grave à l'échelle mondiale. Ça, c'est l'endettement de tous les pays du monde en devises étrangères. Et qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est là où c'est rouge? Alors, en rouge, vous avez le rouge et le vert. Alors, le rouge, c'est les perspectives négatives. Ça, c'est l'agence de notation Moody's. Ça veut dire que pour les pays qui sont en rouge, on pense que ça va se dégrader. Ça, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve que le secteur financier est en crise. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de rouge. Bon. Et le deuxième truc qu'il faut regarder, plus vous allez vers le centre du rond, plus vous avez des pays qui ne peuvent pas emprunter. Toute la zone beige, il y a une petite zone beige au centre, vous la voyez? C'est des pays qui sont interdits par le FMI d'emprunter en dollars. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, en dollars, enfin, d'emprunter en devises fortes. C'est-à-dire que c'est des pays qui ont déjà tellement emprunté qu'ils ont déjà arrêté de rembourser depuis longtemps, donc personne ne peut leur prêter. Alors ça tombe très bien parce que là-dedans, il y a tous les pays qui vont connaître une croissance démographique majeure dans les 20 ans qui viennent. L'Afrique, en 2050, sera plus peuplée que l'Inde et la Chine. Le vrai sujet de la croissance, c'est l'Afrique. Alors ça veut dire quoi? Que l'Afrique ne peut pas emprunter en dollars, puisque chaque pays peut toujours emprunter dans sa monnaie, puisque en monnaie, l'État peut toujours fabriquer de l'argent. Là, on parle de l'endettement des pays dans d'autres monnaies. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Engie, par exemple, qui veut financer des centrales solaires en Afrique. C'est très bien. Mais seulement, Engie, il ne peut absolument pas mettre de l'argent dans un pays africain sans que le pays s'endette en euros. Parce que Engie, c'est pas de la charité, Engie. S'ils investissent, il faudra qu'ils puissent retirer l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pour l'argent sorte du pays, il faut que le pays africain, il ait des euros ou des dollars ou ce que vous voulez, mais une monnaie forte pour rembourser Engie. Tous les pays qui sont là endettés en devises, ils peuvent pas, ils n'ont plus de devises, ils n'ont pas de devises. Et donc, dans ces pays-là, il y a un problème d'ordre monétaire, il y a un problème de développement, et c'est un problème majeur. Et encore une fois, la clé de la transition, c'est important la transition chez nous, mais en gros, l'économie française, elle est déjà pas mal décarbonée, surtout la française d'ailleurs. L'enjeu de la croissance de ces pays-là, encore une fois, si ces pays-là financent leur croissance au charbon, comme ils sont en train de le faire d'ailleurs, on est fichu. Fichu, ça veut dire que la survie de l'humanité est en cause. C'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Fabius qui l'a dit hier soir, avant-hier soir, au Forum de Dauphine. Bon. Donc, pour ça, il y a des solutions aussi, qui sont des solutions qui se discutent, enfin, qui sont en train d'être discutées au niveau du FMI, etc. Mais je termine là-dessus pour vous dire que, selon moi et selon nous, il y a un lien très étroit entre la stabilité financière et l'équilibre des finances et la transition énergétique. Aujourd'hui, les finances mondiales ne sont pas du tout équilibrées et c'est très important que nous, on pense que c'est très important que les citoyens, les électeurs, les élus s'approprient plus ces enjeux financiers. Parce qu'il ne faut pas forcément trop compter sur les banques et les investisseurs pour le faire. Ni sur les États, qui, étant endettés, ne peuvent pas trop réguler les marchés financiers, puisqu'ils leur empruntent tout le temps. Vous ne pouvez pas réguler un acteur auquel vous empruntez, ce n'est pas possible. C'est la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Donc, l'aspect financier des choses est essentiel, et je pense personnellement que c'est très important qu'il soit mieux connu et mieux partagé. Et donc, je vous recommande d'acheter cet excellent ouvrage. Merci.